Vous avez vu l'épisode 7 de House of the Dragon saison 1 et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordred et aujourd'hui on fait le décryptage habituel comme tous les lundis de l'épisode 7 de House of the Dragon saison 1. Il y a pas mal de choses à dire sur cet épisode qui fait un petit peu bouger les lignes, alors c'est parti pour le décryptage. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est cette rivalité entre les différents groupes à Westeros autour de la succession du roi Viserys. C'est la première fois, il me semble, que Rhaenyra parle des Verts, donc le groupement des Verts, qui sont du coup des loyalistes auprès de la reine, par opposition aux Noirs, qui, me semble-t-il, n'ont pas encore été name-droppés dans la série. On a donc d'un côté les Verts, de l'autre côté les Noirs. Donc les Verts, ce sont les loyalistes à la reine, au parti de la reine, Alicent Hightower. Évidemment, qui on y retrouve, alors je vais pas vous faire la liste non plus de la liste des personnages qui y sont et qui pourraient spoiler. En revanche, tous ceux qui y sont et qu'on a vu d'ores et déjà jusqu'à cet épisode 7, on a évidemment Criston Cole, qui est très fervent partisan de la reine, tout comme son père, Otto Hightower. On y reviendra d'ailleurs dans cette vidéo. On a bien évidemment ses fils et sa fille, on a Aegon qui est du coup potentiel successeur si la succession de Rhaenyra est écartée, on a Aemond, son frère, mais on a également Helaena qui d'ailleurs est promise, apprend-on dans cet épisode 7, à son frère Aegon. Il se trouve que c'est exactement pareil dans Feu et Sang. Les deux enfants sont promis l'un à l'autre pour, quelque part, faire un petit peu comme la tradition Targaryen habituelle de marier frères et sœurs pour, on va dire, garder le sang pur et le sang Targaryen, voilà, pour fortifier un petit peu cette ligne de succession. Voilà, du côté des Verts, évidemment, il y a pas mal de monde, auxquels évidemment des choses se rapporteront plus tard, mais pour l'instant on a vraiment ce noyau dur du côté des Verts, et de l'autre côté nous avons les Noirs qui se trouvent bien évidemment autour de Rhaenyra, l'actuelle héritière en titre de Père Dragon et du trône de fer de Westeros, de son père, bien sûr, Viserys. Donc on a Rhaenyra Targaryen. En noir, nous avons également Daemon Targaryen, nous avons les différents enfants, encore que on peut éventuellement douter des politiques et des partisans qui sont des enfants, mais bon, on va de fait les prendre un petit peu en considération. Donc on a Jaehaerys, ou Jaehaerys en français, Lucerys en français, ou Lucerys en anglais. On a évidemment Rhaena et Baela, qui sont les enfants de Daemon et de Laena, qui est décédé et qu'on enterre dans cet épisode 7. Et on a évidemment, on peut les rajouter, Rhaenys et Corlys Velaryon, qui s'ajoute un petit peu à ça, parce que Corlys est un fervent supporter de la succession de Rhaenyra. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permettrait à sa famille d'accéder au trône, comme il le dit, encore une fois dans cet épisode 7. Donc Corlys, lui, contrairement à Rhaenys, a encore très très faim de succession, et très très faim de cette couronne. Alors même si elle ne sera pas pour lui, elle sera probablement pour un de ses enfants, si Rhaenyra accède sur le trône. Donc forcément, il insiste un petit peu là-dessus, même si Rhaenys lui reproche d'ailleurs de l'avoir fait dans cet épisode 7. En termes d'allégeance, il y a quelqu'un dont il faut parler, puisque ces allégeances sont pas forcément très claires, encore que on peut les déterminer en fonction des images que l'on voit, même s'il ne le dit pas véritablement. C'est Vaemond Velaryon, le frère de Corlys Velaryon, qu'on entend parler lors des funérailles de Laena Velaryon. C'est lui qui officie, et il parle un petit peu à mots couverts, encore que c'est à peine voilé en réalité. Il parle de la légitimité de la paternité des enfants de Rhaenyra, donc voilà, et ça fait d'ailleurs beaucoup rire Daemon, qui, on sait pas exactement de quoi il s'amuse quand il rit, mais en tout état de cause, on sait que Vaemond, il est pas spécialement très pro Rhaenyra, ni pro Jaehaerys et Lucerys, pour une raison simple, c'est qu'il ne croit pas qu'ils soient des enfants légitimes de Laenor. Et d'ailleurs, toujours sur cette histoire d'allégeance de Vaemond, à chaque fois qu'on le voit dans cette séquence où ils sont tous dans le hall de Corlys Velaryon, il est toujours du côté d'Alicent Hightower, ce qui veut dire évidemment beaucoup sur son avis
au sujet des Verts et des Noirs. A priori, Waymond Velaryon est plutôt du côté de la Reine plutôt que de Rhaenyra. En tout cas, c'est ce que signifierait probablement son placement dans ces séquences-là. C'est l'heure pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de l'aider dans l'algorithme de YouTube en mettant un pouce en l'air et un commentaire. Si vous appréciez mon travail sur House of the Dragon, la pop culture en général, les Anneaux de Pouvoir, Star Wars Andor et d'autres choses à venir, probablement n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et surtout d'activer la petite cloche, bien sûr pour être prévenu. Je voulais vous annoncer aussi que si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez également le faire sur une page Utip que j'ai ouverte à cet effet. Comme d'habitude, vous trouverez les liens dans la description. Et puis si vous ne pouvez pas vous passer de moi, vous pouvez également écouter mon podcast que j'ai créé avec un ami qui s'appelle PopTier et qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes de podcast. C'est un podcast qui parle de la pop culture en général et l'épisode 1, on parle notamment de House of the Dragon et des Anneaux de Pouvoir. Donc allez l'écouter, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Il y a un grand moment de cet épisode 7 qui va être évidemment important pour la suite, c'est Vhagar. Qu'advient-il de Vhagar dans cet épisode 7 et qu'adviendra-t-il de la dragonne de Laena Velaryon pour la suite de la série? Eh bien tout simplement, il se trouve que Aemon Targaryen a décidé à jeter son dévolu sur l'immense dragonne, la plus vieille à l'heure actuelle à Westeros, et donc la plus énorme, on va dire la reine des dragons à l'heure actuelle. Aemon a décidé donc d'aller se lier, d'aller réclamer, en fait, Vhagar. Il y a une scène très intéressante entre la dragonne et le deuxième fils Targaryen, le deuxième fils de Viserys et d'Alicent, où il va voir la dragonne pendant qu'elle est en train de dormir, et lui demande de lui obéir. Alors la scène pourrait partir un petit peu dans tous les sens, puisque on peut s'imaginer que Vhagar est pas forcément très chaude au début. D'ailleurs, elle le menace, elle commence évidemment à s'approcher de lui, elle ouvre la gueule potentiellement pour le brûler vif, et au final, elle finit par lui obéir. Très intéressant, cette scène qui permet aussi de voir un petit peu le jeu d'échelle entre cet enfant, ce préadolescent, disons, et cette dragonne absolument immense. On a vraiment cette scène, ce sentiment d'avoir quelqu'un de tout petit par rapport à une dragonne qui est juste gigantesque. Et on le voit d'ailleurs, il est obligé d'escalader pour arriver sur la selle. Et quand elle prend son envol, il est à deux doigts de lâcher et de partir du coup dans les airs. Honnêtement, d'ailleurs, j'ai trouvé cette scène absolument magnifique. Cette scène du premier vol d'Aemon sur Vhagar, c'est vraiment très très beau. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette scène. On reviendra évidemment dans la suite de cette vidéo sur ce que ça veut dire pour Aemon un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est aussi l'occasion de faire un tout petit point dragon, puisque je parlais tout à l'heure des Verts et des Noirs, tout à l'heure en parlant de personnages, mais évidemment un certain nombre de ces personnages possèdent également des dragons, donc ça veut dire, ça permet aussi d'avoir une espèce de force en présence en termes de personnages plus dragons. Est-ce que quelle partie a le plus de dragons à l'heure actuelle, et pour l'instant ça reste les Noirs. En revanche, les Verts ont peu de dragons certes, mais des dragons puissants, comme on le verra, puisque désormais Aemon a récupéré la dragonne la plus puissante et la plus vieille, la plus grande dragonne à l'heure actuelle dans Westeros, à savoir Vhagar. Nous voyons également que Helaena et Aegon sont chevaucheurs de dragons également. On sait que Aegon chevauche Sunfire en anglais, Feu du Soleil en français. Helaena, elle chevauche la dragonne Songe-Feu. Donc ça fait déjà 3 dragons assez imposants, 3 dragons en tout cas en âge de se battre, et de l'autre côté on a des dragons également imposants, puisqu'on a Caraxes du côté de Daemon, on a Syrax du côté de Rhaenyra, mais aussi on a Fumée des Mers du côté de Laenor Velaryon, mais on y reviendra dans cet épisode 7, pose question évidemment sur le futur de Fumée des Mers, puisque Laenor a l'air de partir sans son dragon à la fin de cet épisode 7. Nous avons également Meleys qui est la dragonne de Rhaenys Targaryen, Rhaenys Velaryon, qui évidemment elle aussi est assez imposante et assez vieille. On a par ailleurs, en tout petit, plus petit, on a Vermax qui est du coup le dragon de Jaehaerys. Nous avons Arrax, qu'on n'a pas encore vu dans cette saison, qui est le petit dragon de Lucerys. Donc au total, ça fait pas mal de dragons du côté des Noirs, mais comme je vous le disais, voilà, aucun ne peut vraiment rivaliser avec Vhagar qui
est hyper imposante, hyper puissante. En revanche, elle est évidemment un petit peu plus lente que certains des autres dragons, comme on l'a pu le voir d'ailleurs dans l'épisode 6, avec l'espèce de course-poursuite entre Caraxès et Vhagar, encore que Vhagar a été quand même assez impressionnante sur cette séquence-là. Il y a un dernier dragon que j'ai pas mentionné, puisqu'on ne l'a pas encore vu non plus dans cette saison, c'est Danselune. Danselune qui est la dragonne de Baela Targaryen, puisque je crois que c'est Rhaena qui n'a pas encore eu de dragon à l'heure actuelle. Donc voilà, ça fait quand même... Le nombre est du côté des noirs, peut-être qu'on va dire la qualité entre guillemets, je sais pas exactement si on peut dire ça, est plutôt du côté des verts, mais en tout état de cause, voilà, les forces en présence pour l'instant du côté des dragons à Westeros, ce sont celles-ci. Évidemment, je pense que la scène la plus importante de cet épisode 7, c'est la fameuse scène qui découle en fait du vol de Vhagar par Aemond, puisqu'on apprend en fait que Rhaena ou Baela, je les confonds toutes les deux, je suis désolé, puisqu'elles sont jumelles et on nous les présente pas toujours tout le temps. Il y en a une des deux qui avait décidé de réclamer la dragonne de sa mère en la personne de Vhagar, et finalement c'est Aemond qui le fait à sa place. Donc évidemment arrive cette bataille, on va dire, puérile, enfantine, avec du coup les adolescents de la famille Velaryon et de la famille Targaryen, et de l'autre côté Aemond qui est seul, et Aemond qui tient son rang quand même, hein, un prince qui a l'air orgueilleux lui aussi, un peu comme son frère Aegon, mais qui, voilà, n'hésite pas à aller pousser dans ses retranchements, notamment Jaehaerys, l'aîné de Rhaenyra, mais aussi les 3 autres enfants, et d'ailleurs Aemond, qui a l'air un petit peu plus âgé d'ailleurs que les autres, n'hésite pas à en venir aux mains, et les menace certains avec une pierre, donc histoire de les faire fuir. Une bataille, certes entre enfants, mais qui a des enjeux hyper importants, puisque l'un d'entre eux pourrait très bien mourir en essayant de se battre comme ceci, et d'ailleurs arrive cette fameuse séquence hyper importante où Lucerys, en essayant de secourir son frère, sort sa dague et la plante dans l'œil de Aemond Targaryen, qui perd son œil dans l'épisode 7, et évidemment découle de ça cette scène de tension immense entre tous les adultes de la cour royale qui décident un petit peu de savoir ce qui doit advenir en fait de ces enfants, aussi bien d'Aemond que de Lucerys et Jaehaerys, et là, c'est là que advient véritablement, j'ai l'impression, on pourrait presque se dire que la danse des dragons commence ici, en se disant que voilà, la cassure entre Rhaenyra et Alicent est désormais irréconciliable, puisque du sang a été versé, le sang des enfants, puisque d'un côté on a Lucerys effectivement qui a été frappé et qui saigne du nez, là d'ailleurs on nous explique un nez cassé, et évidemment Aemond lui qui a perdu un œil carrément, donc voilà, avec une pas jolie cicatrice du tout pour le coup, donc ouais, ça c'est évidemment peut-être le premier événement qui pourrait causer la danse des dragons, dont on parlera plus tard bien sûr, dans toute cette série House of the Dragon, scène très importante puisque ça permet aussi de voir à nouveau Viserys qui essaye, en grand conciliateur qu'il espère être, essayer de calmer le jeu. Il y arrive pas, hein. Vraiment pas. Viserys, voilà, tout lui échappe complètement. Alors même si, au bout d'un moment, la tension finit par redescendre, on voit bien quand même que c'est plus ou moins pour lui faire plaisir, et puis surtout, Alicent, en fait, désobéit complètement aux ordres de son roi, en cherchant tout simplement la dague, en lui prenant sa dague à lui, et en essayant d'aller agresser, j'imagine, Lucerys, et évidemment empêché par ça par Rhaenyra, et le sang de Rhaenyra coule, également il est versé par Alicent, donc voilà, le premier sang a été versé finalement dans ce conflit. Le sang de Lucerys, le sang d'Aemond, le sang de Rhaenyra, tout ça évidemment sont des symboles forts qui nous permettent évidemment de voir le futur, entrevoir le futur qui n'est pas forcément très joyeux pour la famille Targaryen, mais aussi pour Westeros en général. Je vous le disais, Viserys est complètement dépassé, et il finit par annoncer son souhait à lui en tant que roi, c'est de mettre un petit peu la poussière sous le tapis, puisque qu'est-ce qui a causé la bataille entre les enfants? C'est qu'Aemond finisse par traiter Jaehaerys et Lucerys de bâtards. Il les traite d'ailleurs de seigneurs forts, comme le nom de leur père biologique,
Donc toute la cour est un peu au courant et en parle, en chuchote, mais c'est vrai que les enfants, eux, en pâtissent énormément, même si Rhaenyra ne leur a jamais confirmé leur parenté, et on le sait bien pourquoi, hein, parce que si elle l'annonçait, ce serait confirmer les ragots de la cour, et ce serait également permettre de dire finalement qu'ils ne sont pas véritables héritiers de la couronne. Donc on se doute bien du pourquoi Rhaenyra n'en parle pas. On en parlera d'ailleurs un tout petit peu après, quand on analysera cette scène avec Daemon. En tout état de cause, ça permet de voir encore cette dynamique de groupe dans cet épisode 7, où on a d'un côté, on a Criston Cole, on a Alicent, on a les enfants d'Alicent et Viserys qui sont d'un côté, et de l'autre, sur un autre plan, nous avons Corlys, Rhaenyra, Daemon, Lucerys, Jaehaerys, un petit peu plus loin, on a même Baela Rhaena et Rhaenys. Voilà, ça montre bien, par opposition, hein, en champ contre champ, qui sont les verts, qui sont les noirs, et qui sont les moteurs de ce conflit qui arrive véritablement dans cet épisode 7 à exploser finalement. Il faut qu'on parle de ces deux scènes capitales entre Rhaenyra et Daemon dans cet épisode 7, puisque là encore, les dynamiques changent, puisque on a Rhaenyra dans une scène qui est un petit peu le pendant, le contraire finalement de la scène où Rhaenyra se balade sur la plage avec Laenor au moment où ils sont promis l'un à l'autre à marée haute. On a cependant très exactement inverse, hein, puisque d'un côté on avait Laenor et Rhaenyra qui traversaient le plan de droite à gauche. Ici nous avons Rhaenyra et Daemon qui traversent le plan de gauche à droite. Donc histoire de nous dire, voilà, ces deux personnages font la même chose, enfin ces trois personnages ont fait la même chose, mais ne le font pas de la même manière, où on a du coup Rhaenyra qui renouvelle finalement ses vœux de désir auprès de son oncle, et finit par prendre les choses en main, contrairement à l'épisode 4 où c'est Daemon qui avait pris les choses en main pour montrer son désir à sa nièce. Là on a sa nièce qui, elle, lui explique « Je ne suis plus une enfant, je suis maîtresse de mon propre désir, et c'est toi que je veux ». C'est exactement ça qu'elle lui dit, elle l'embrasse, il finit par coucher ensemble, donc on a du coup Rhaenyra qui trompe son mari Laenor, comme elle l'a déjà fait hein, avec Arwyn Forr. On a Daemon qui lui oublie très très rapidement, puisqu'on le rappelle quand même que Laena a été enterrée, si c'est pas le jour même, c'est la veille, donc voilà, ça va très vite entre la nièce et l'oncle, mais on le savait déjà hein, que ces deux personnages se désiraient, donc là ils mettent leur désir à exécution dans cet épisode 7. C'est aussi une occasion pour Rhaenyra d'assumer ce qu'elle a fait auprès de son oncle, qui lui n'est pas dupe, hein, il est au courant qu'elle a trompé son mari avec Arwyn Forr. Elle lui dit en fait qu'elle est piégée dans cette situation, puisque elle a beau avoir essayé de coucher avec Laenor et de concevoir un enfant, ça n'a jamais fonctionné, et donc elle s'est tournée vers quelqu'un d'autre, non seulement pour avoir des enfants, mais aussi pour avoir du plaisir. Donc ça montre évidemment que Rhaenyra a toujours ses envies à elle, mais aussi elle a ses devoirs également à cœur. Donc voilà, de ce côté-là, on a vraiment une discussion à cœur ouvert, comme on en a eu peu depuis longtemps du côté de Rhaenyra, et qui parle vraiment comme un livre ouvert à Daemon, et un petit peu plus tard, à la fin de cet épisode 7, justement, elle vient lui dire, grosso modo, j'aimerais bien me débarrasser de mon mari Laenor, pour me marier avec toi, mon oncle. Ça permettrait, donc il y a une stratégie derrière la tête quand même, hein. Elle dit ça permettrait de solidifier ma prétention au trône, puisque avec un chevalier tel que toi, avec le frère du roi en tant que mari, les gens ne critiqueraient moins mon ascension au trône. Donc elle pense que voilà, avec cette stature-là, elle pourrait s'en sortir un petit peu mieux. Est-ce que c'est la vérité ? On verra pour la suite, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que Daemon, justement, accède à sa requête. Tous les deux parlent un petit peu de comment régner par la crainte, mais aussi comment générer la crainte chez l'ennemi de ce qu'il pourrait faire, puisque là, en fait, ils s'imaginent que leurs ennemis vont comprendre que le meurtre de Laenor a été orchestré par eux deux, leur permettant ainsi de se marier, et ils auraient raison, mais du coup, tous les deux se disent
ben peut-être que c'est une bonne nouvelle pour nous, puisque nos ennemis, tout simplement, comprendraient finalement que nous sommes capables de tout. Donc il y a aussi ce côté-là, cette discussion qui est hyper intéressante entre Daemon et Rhaenyra, j'ai trouvé. Et alors, il faut qu'on parle de ça, parce que si vous êtes des lecteurs des bouquins, vous avez capté ce qui se passe. Si vous n'êtes pas des lecteurs des bouquins, vous vous dites « Ok, ça se passe comme ça ». Donc, ce qui se passe, c'est que on a Daemon qui est présent dans un port. Alors, pour la petite histoire, il est probable qu'il s'agisse de Port d'Épice, qui est un ancien petit village à côté de Marée Haute, et qui a grandi, parce qu'il est juste à côté de la nouvelle forteresse des Velaryon à La Marque, et donc est devenu Port d'Épice grâce à ça, à moins que ce soit Karen, un autre port de La Marque. Mais en tout état de cause, on a Daemon qui vient parler à Carl Corey, qui est donc l'amant de Laenor Velaryon, qui est revenu, a priori, il n'y a pas si longtemps que ça, de guerre dans les degrés de pierre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Daemon vient le voir et lui propose une grande somme d'argent pour orchestrer le meurtre de Laenor Velaryon. Donc là-dessus, on se dit, ok, c'est une différence par rapport au bouquin, parce que dans le bouquin, on ne sait pas que Laenor a été tuée sur commanditaire de Daemon, ou de Rhaenyra même. On sait que Carl Corey a tué Laenor, mais on ne savait pas du tout ce qu'il avait derrière la tête. En tout état de cause, et là encore, c'est une différence avec le bouquin. En fait, on se rend compte à la fin de l'épisode que Carl Corey et Laenor ont orchestré la disparition de Laenor, qu'en réalité, Laenor est toujours vivant, ce qui n'est pas le cas dans Feu et Sang. Laenor est toujours vivant et part avec Carl Corey probablement ailleurs qu'à Westeros pour s'y cacher. Donc intéressant de voir qu'en fait, quand Daemon annonce à Carl Corey sa volonté d'organiser une mort rapide pour Laenor, Carl Corey soit désobéit à Daemon pour faire en sorte de faire disparaître Laenor sans que personne ne sache qu'il est toujours vivant, ou alors, est-ce que cette mort rapide demandée par Daemon et Rhaenyra, en réalité, c'est orchestrer la disparition de Laenor? On le saura probablement jamais, à moins qu'il l'explicite dans l'épisode 8, 9, 10, mais en tout état de cause, c'est une différence majeure entre le bouquin Feu et Sang de George R. R. Martin et la saison 1 de House of the Dragon, puisque comme je vous le disais, dans Feu et Sang, Laenor meurt. Laenor meurt dans un duel face à Carl Corey, son amant effarouché, qui décide finalement de le tuer dans un duel qui se déroule, je crois, à Karen ou à Port d'Épice, je me souviens pas. Mais peu importe. L'idée, c'est de vous montrer qu'en fait, que les showrunners ont quelque chose à faire à Laenor pour plus tard, parce que sinon, ils le feraient pas survivre. On n'emmènerait pas Laenor loin d'ici pour pas le faire revenir un jour. En parlant de différence, il y a une scène qui est intéressante dans House of the Dragon épisode 7, c'est cette scène entre Corlys Velaryon et son... c'est un neveu ? C'est son petit-fils. Lucerys, je crois que c'est Lucerys à qui il parle, et il est en train de lui dire qu'il sera le seigneur de Marée Haute plus tard, et d'ailleurs cet enfant lui dit ouais, moi je veux pas en fait devenir le seigneur de Marée Haute, parce que ça veut dire que si je deviens le seigneur de Marée Haute, tout le monde est mort autour de moi. Intéressant cette réflexion, une réflexion puérile certes, mais une réflexion qui est pleine d'à-propos, en réalité. Donc c'est intéressant de revenir là-dessus, parce que je parlais de différence, en réalité, dans le bouquin Feu et Sang, effectivement, c'est Lucerys qui doit devenir le seigneur de Marée Haute, après Corlys Velaryon. Pourquoi ? Parce que dans le bouquin, c'est Rhaenyra qui a demandé à Corlys de faire en sorte que Lucerys ait quelque chose en héritage, parce que Jaehaerys, le frère aîné, est censé déjà hériter du trône. Donc, elle dit à Corlys, qui, à la base, dit que c'est Jaehaerys qui doit hériter de Marée Haute, elle lui dit ce serait bien quand même d'avoir Lucerys qui hérite de quelque chose, et donc c'est pour ça qu'elle insiste pour que Corlys fasse de lui son héritier à La Marque. Chose intéressante, du coup, c'est que dans cet épisode 7, au début, on nous explique que ça, c'est déjà fait. Corlys a décidé que Lucerys serait son héritier, l'héritier de Marée Haute. Chose intéressante également, toujours dans cet épisode 7, on a Rhaenys qui vient demander à Corlys, son mari, de faire en sorte que ce ne soit pas Lucerys qui hérite de La Marque et de Marée Haute, mais
l'une de ses filles, je crois que c'est Bayla, qu'elle précise vouloir voir en héritière, en tant qu'héritage finalement de Laena Velaryon, pour faire hommage à sa mère, chose intéressante puisque ça ce n'est jamais mentionné dans Feu et Sang. Donc encore une fois, des petites différences, mais qui montrent encore une fois les dynamiques entre personnages. On a Rhaenys qui aimerait quand même que une fille hérite de quelque chose d'important, et Corlys qui lui répond un petit peu froidement d'ailleurs, et lui dit l'histoire ne se souvient pas du sang. D'ailleurs il fait référence au fait que les enfants Velaryon de Rhaenyra sont des bâtards, donc tous les deux ne sont pas dupes encore une fois. Il dit que l'histoire se souvient des noms. Donc en fait, il dit que ce qui est important, c'est pas le sang, c'est pas la bâtardise des gens, mais c'est leur nom de famille. Donc c'est ça. Et Corlys qui, encore une fois, explique dans cet épisode 7, avec une phrase qu'on a beaucoup entendue d'ailleurs dans les matériels promotionnels de House of the Dragon, que qu'est-ce que c'est que cette vie mortelle, si ce n'est la poursuite de son héritage. Donc ça montre encore une fois que Corlys, tout comme Viserys, pense beaucoup à l'après de leur mort, pour savoir qu'est-ce qu'ils auront créé, qu'est-ce qu'ils auront laissé derrière eux, et Corlys, voilà, il pense beaucoup à ça, quasiment autant que Viserys finalement. On le rappelle dans un des épisodes, on a Viserys qui demande à sa main du roi actuel, Lyonel Strong, qui dit « Est-ce qu'on se souviendra de moi comme un bon roi ?» Même chose pour Corlys, est-ce qu'on se souviendra de moi comme un bon stratège, un bon seigneur, et quelqu'un qui a tout fait finalement pour que sa famille arrive le plus proche du trône possible. Évidemment, il faut qu'on parle d'Alicent Hightower, la reine qui pète un câble, littéralement, dans cet épisode 7 de House of the Dragon. Elle se révèle véritablement face à Rhaenyra, et toutes les deux se disent un petit peu leur cas de vérité. On a Alicent qui reproche à Rhaenyra d'en faire qu'à sa tête, et Rhaenyra, de l'autre côté, qui lui dit « Bah, en fait, tu as montré ton véritable visage à toute la cour, en essayant de t'en prendre à un jeune enfant, en essayant de t'en prendre à l'héritière en titre du trône. » Chose hyper intéressante, c'est qu'on a une scène partagée entre Alicent et Otto Hightower, Otto qui est désormais de nouveau la main du roi, et qui félicite finalement sa fille pour ses actes. Il lui dit en fait qu'il est fier qu'elle ait montré sa force de caractère, sa détermination à gagner le jeu des trônes, et il lui fait une promesse. Il lui fait la promesse qu'ils vont gagner au bout du compte, que la maison Hightower va prévaloir face à la maison Velaryon/Targaryen de Rhaenyra. Je vais terminer en vous donnant mon avis rapide sur cet épisode 7 de House of the Dragon. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, encore une fois. House of the Dragon nous montre que on arrive de plus en plus à ce point de rupture qui va nous précipiter dans cette danse des dragons, et là on est véritablement sur la préchauffe, On a les enfants qui font couler le premier sang, on a Alicent qui fait couler le sang de sa rivale Rhaenyra, donc évidemment, voilà, les tensions sont exacerbées, littéralement à couteau tiré, donc voilà, ça c'est en train de se précipiter vers quelque chose, et ce point de bascule, à mon avis, il arrive dans l'épisode 8, peut-être dans l'épisode 9, mais on le verra avant cette fin de saison, c'est évident. S'il se passe des choses de fou, le vol de Vhagar par Aemond aura des conséquences immenses, c'est évident. Le fait que, voilà, il y a un point de rupture entre Alicent et Rhaenyra, bon, c'est évident. Il y a aussi le fait que Rhaenyra a désormais choisi son allié maximal, en la personne de son oncle Daemon. Tous les deux sont mariés à la fin de cet épisode 7, et sont mariés devant leurs enfants, ce qui a un sens évidemment très particulier. Donc, ils sont mariés à Dragonstone d'ailleurs, puisqu'on reconnaît l'île qui est toute embrumée. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, le seul moment où on est en dehors de Lamarck dans cet épisode 7, qui porte bien son nom d'ailleurs, puisque l'épisode 7 s'appelle Lamarck. Bref, c'est bien tourné, c'est bien joué toujours, c'est bien écrit, il y a des différences, je m'explique pas trop pourquoi ils ont décidé de faire survivre Laenor, probablement parce qu'ils ont une petite idée derrière la tête pour la suite de House of the Dragon. Ils vont créer probablement de la tension dramatique autour de la survie de Laenor, qui va peut-être faire quelque chose, à moins qu'il nous fasse une Gendry dans Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il le fasse partir sur un bateau, s'éloigner de la série, et finalement on ne le reverra jamais. C'est possible aussi. Bref, tout ça pour dire que cet
épisode 7 de House of the Dragon était fou, et alors j'ai qu'une envie, c'est d'être la semaine prochaine, j'ai qu'une envie, c'est de vous faire le décryptage du trailer de l'épisode 8, pour voir quels sont les petits indices qu'on peut en avoir sur cet épisode 8, et de vous retrouver lundi prochain pour vous parler de l'épisode 8 de House of the Dragon saison 1. Ça va être incroyable, il nous reste que 3 épisodes à découvrir, Franchement, j'ai envie de me foutre par la fenêtre quand ça sera l'épisode 10, franchement, ça va nous manquer tout ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est incroyable de parler avec vous toutes les semaines de House of the Dragon, d'être avec vous, qui parlez dans les commentaires, et qui êtes tout aussi intéressé que moi par cette série. C'est vraiment trop bien de pouvoir en parler avec vous. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire pour l'algorithme, le petit abonnement, la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, puisque vous le savez, je parle de House of the Dragon, mais de la pop culture en général. Je parle des Anneaux de Pouvoir, bien évidemment, je parle de Star Wars Andor, mais aussi d'autres choses, peut-être plus tard. Donc pour ne rien rater, abonnement, petite cloche. Portez-vous bien, et puis d'ici la prochaine vidéo, à très bientôt tout le monde, salut à tous.